Bonsoir. La fête du football africain bat son plein en Égypte où se déroule la CAN. L'occasion pour nous de nous pencher sur l'état du football sur le continent. Alors que le monde du football avait les yeux rivés sur l'ouverture de la compétition, la FIFA a annoncé que son secrétaire général, la Sénégalaise Fatma Samoura, allait diriger pendant 6 mois un audit général de la Confédération africaine de football. Ceci alors que le patron de la CAF, Ahmed, venait d'être auditionné par les autorités judiciaires françaises dans le cadre d'une enquête pour corruption et abus de confiance, accusation rejetée par le Malgache. Le football africain est-il malade de son leadership? La CAF a-t-elle lancé prématurément la CAN à 24? Quels obstacles pour le développement du football sur le continent? Autant de questions que nous aborderons avec nos invités. Bienvenue sur VOA Afrique. Abdurrahman Dia avec vous pour ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. La 32e édition de la CAN 2019 se dispute présentement en Égypte. Au départ, c'était le Cameroun qui devait accueillir la compétition, finalement revenu au pays des pharaons. Il y a eu ce passage de 16 à 24 équipes pour la première fois de l'histoire du tournoi. L'euphorie et les déceptions des éliminatoires, les scandales de corruption et de la VAR. Bref, beaucoup de renversements de situation en peu de temps. Yacouba Ouedraogo revient sur cette atmosphère qui prévaut dans le football africain. C'est une première CAN à 24 équipes, une première en été, une première aussi pour des pays comme le Burundi, la Mauritanie et Madagascar qui vont goûter aux délices mais aussi aux supplices de la fête du football africain. Des équipes qui doivent en partie leur présence à la CAN au passage de 16 à 24 équipes. Un format qui a contribué à rendre difficile l'organisation du tournoi par le Cameroun, attributaire initial de la compétition. Le pays de Samuel Eto'o-Fils et de Roger Mila a accumulé les retards dans les travaux préparatoires. La CAF a finalement préféré l'Égypte à l'Afrique du Sud pour remplacer au pied levé le Cameroun qui s'apprête désormais pour 2021. Conséquence, il y a eu un glissement des CAN suivantes, 2023 à la Côte d'Ivoire qui devait accueillir 2021 et 2025 à la Guinée. Une cacophonie qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, complot, inorganisation. Les mots employés à l'égard de la CAF furent durs, mais enfin la compétition a eu une terre d'accueil, celle de l'Égypte qui abrite aussi le siège de l'institution fêtière du football africain. Et là où la crème du ballon rond devait s'attaquer aux problèmes qui minent le foot sur le continent, les acteurs de cet organe se sont lancés dans un jeu de ping-pong. Le torchon a longtemps brûlé entre l'ancien secrétaire général de la CAF, l'Égyptien Amr Fahmy, et son patron Ahmad, qui l'a accusé de harcèlement sexuel à l'égard de certains employés de la CAF et de corruption. Le SG est finalement limogé et remplacé par le Marocain Mouad Hadji. La colère de l'Égyptien le conduit à soutirer des documents confidentiels, entre autres, sur ces accusations de corruption qu'il a transmis à la FIFA et aux autorités françaises. Début juin, présent à Paris pour le congrès de la FIFA, Ahmad est interpellé par les autorités françaises pour ses soupçons de corruption. Un épisode qui a écorné l'image de l'institution, déjà ternie par le scandale de la finale retour en Ligue des Champions, a rejoué pour défaillance du système de la VAR. Une décision inédite qui a secoué le monde du ballon rond. Beaucoup de turpitudes dans la gestion du football africain imputées à ses dirigeants. Face à tout cela, la FIFA a dû réagir. Sa secrétaire générale, la Sénégalaise Fatma Samoura, a été nommée déléguée générale pour l'Afrique à partir du 1er août pendant 6 mois pour superviser la CAF, une mise sous tutelle qui ne dit pas son nom, et ce, à la veille du coup d'envoi de la CAN qui a finalement bien débuté. Heureusement que le rectangle vert a fini par avoir le dernier mot pour que le jeu reprenne enfin ses droits. Et pour ce débat, nous avons 3 invités. Amine Birouk, notre correspondant au Maroc, il est en direct au Maroc. Et avec moi ici en studio, nous avons Bagassi Koura, mon confrère. Bagassi, bonsoir. Oui, bonsoir, Abdourahmane. Nous avons également Eugène. Eugène, vous êtes donc le directeur d'une structure qui s'occupe des professionnels, en tout cas des étudiants qui essayent d'obtenir des bourses ici aux États-Unis. Eugène, bonsoir. Bonsoir. Alors, Amine Birouk, dites-nous un peu, cet audit général de la CAF, donc commandité par la FIFA, est-elle justifiée ou pas? Bonsoir à tous. Justifiée, oui, puisque la CAF vit une période de trouble
La CAF, au moment de l'élection du président Ahmed, suscitait beaucoup d'espoir puisqu'on parlait de changement, de bonne gouvernance. On évoquait des réformes structurelles qui allaient transformer le visage du football africain et on s'est retrouvé devant une certaine cacophonie. Tout d'abord, un passage de 16 à 24 équipes pour la Coupe d'Afrique des Nations qui a été mal maîtrisé. Une valse hésitation par rapport au choix du Cameroun, puis au choix du pays qui lui succédera. Et ensuite, il y a eu l'incident grave de la finale de la Ligue des Champions entre l'Espérance du Tunis et le Wydad de Casablanca, avec l'absence de la VAR, le problème de sécurité, le fait de donner le trophée à l'équipe tunisienne, puis de le lui reprendre. Sans oublier, bien évidemment, tout ce qui concerne la gouvernance de la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, le bilan d'Ahmed est mitigé. Le passage de 16 à 24 sur le plan sportif peut se concevoir. Est-il concevable par rapport aux infrastructures de nombreux pays du continent? Et puis, par rapport à cette gouvernance, on parlait du cercle vertueux. On pourra y revenir sur cette compétition à 24, mais dites-nous, Amine, cette décision de la FIFA, c'est vrai, ne semble pas impacter en tout cas la compétition sur le terrain jusqu'à présent, mais elle se déroule quand même dans un contexte un peu particulier pour la CAF. Que se passe-t-il vraiment au sein du secrétariat général avec le limogeage de l'Égyptien Amr Fakhri? J'allais venir, on parlait de cercle vertueux à propos de la nouvelle ère de la CAF, après 30 années de gestion plus ou moins dictatoriale, entre guillemets, de Issa Hayatou et de son cercle le plus proche. Aujourd'hui, on se retrouve avec un président fragilisé, un secrétaire général limogé, un secrétaire général qui aurait pris quelques documents avec lui. Il y a d'ailleurs une plainte qui a été déposée par le président de la CAF à propos du comportement de son ex-secrétaire général, qui lui-même a déposé une plainte. Aujourd'hui, on se retrouve devant un football africain fragilisé, car jamais une confédération continentale n'a été mise sous tutelle par la FIFA. On se rappelle des problèmes de bonne gouvernance au sein de la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, eu égard aux multiples scandales qui ont déclenché le FIFA Gate. Mais jamais la FIFA n'a osé rentrer dans la gouvernance, dans l'audit, dans la gestion de cette confédération. Aujourd'hui, c'est une mise sous tutelle qui ne veut pas dire son nom. Mais aujourd'hui, le football africain doit revoir ses process en termes de gestion, en termes de gouvernance, en termes de transparence sur le plan des transactions financières, des marchés qui sont passés. Évidemment, aujourd'hui, ce sont de nombreux points d'interrogation qui se posent sur la gouvernance du football africain sur le plan opérationnel. On verra ce qu'apportera l'expertise de Fatma Samoura et de son staff qui seront sur pied à partir du 1er août prochain. Et surtout, si cette mission ne sera pas renouvelée, parce qu'on parle de 6 mois, mais prorogable, est-ce que cela ne va pas entacher la fin du premier mandat de Ahmed qui arrivera à son terme en 2021? Voilà autant de points d'interrogation par rapport à la situation actuelle de la CAF et de son devenir. D'accord, Amine. Alors, Eugène Pewa-Pelema, je signale, je ne l'avais pas dit au début, vous êtes le président d'Africa Education Sports. Il y a des allégations de corruption, mais ce n'est pas la première fois. Même la FIFA a été éclaboussée par le passé et également beaucoup de fédérations africaines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des instances comme celles-là ont souvent été mises sur la sellette pour des questions liées à la bonne gouvernance? Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, le sport, c'est du business. Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et je pense que pour certaines personnes, il est difficile de résister à la tentation. Donc, il y a des calculs qui sont faits, des pays qui veulent gagner plus que d'autres. On avantage d'autres par rapport à d'autres. Et pour ça, il y a des choses qui se passent en dessous de la table. Et comme on n'est pas au contrôle, on peut le voir. De la plupart des compétitions, il y a des équipes qui perdent des matchs. On ne comprend pas pourquoi ils perdent des matchs. L'arbitrage n'est pas bien, et ainsi de suite. Donc, je pense que l'argent est la principale raison pour laquelle il y a tous ces petits problèmes assez importants. Mais je suis quand même surpris qu'on puisse mettre la CAF sous tutelle, puisqu'il y a eu le même problème avec l'UEFA, Platini. L'Europe, on n'a pas fait de sous-tutelle là-bas. Je ne comprends pas pourquoi. Vous pensez qu'il y a un traitement différent? Bon, à mon avis, c'est un traitement différent. Je ne crois pas qu'ils aient le droit de mettre tout le football africain. On aurait pu trouver des gens capables. En Afrique, il y en a pour faire le travail. Le problème, c'est que c'est une famille, les gens se connaissent tous et donc ils ont pris cette décision. Bagassi, c'est votre avis aussi? Oui, ça semble être du 2 poids 2 mesures. Ce qui arrive à la CAF, je pense aussi, c'est la conséquence de ce qui a commencé à la FIFA, des institutions qui sont restées opaques pendant des décennies et tout d'un coup,
il y a tout un vent de transparence qui a soufflé sur la FIFA. Et Hayatou, qui était un homme fort, qui sillonnait les palais présidentiels, qui était assez soutenu, qui était assez solide, et qui dirigeait une organisation, la CAF, assez opaque, n'est plus là. Et donc, du coup, il y a un peu plus de transparence et on se rend compte que la gestion doit être beaucoup plus vertueuse aujourd'hui. Et vous pensez que la CAF peut surmonter ces problèmes après la CAN? Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de souci, parce que s'il y a une organisation qui fait vibrer l'Afrique assez régulièrement, c'est la CAF. Le football en ce moment, c'est la grande fête du continent. Et je pense qu'avec les moyens que la CAF a, parce que généralement les problèmes de l'Afrique, c'est souvent sur des questions de moyens. Et la CAF n'a pas un problème de moyens, c'est juste des questions de gestion. Et ça, je pense qu'on devrait pouvoir corriger ça assez rapidement. Alors, Amine, dites-nous, très peu de pays, franchement, ont les moyens d'accueillir une CAN avec 24 équipes. Vous aviez commencé à en parler un peu plus tôt. Est-ce que cela ne complique pas la tâche pour la CAN, surtout que la compétition a lieu tous les 2 ans et non 4 ans comme c'est le cas ailleurs? Le bien fondé sur le plan sportif est valable, dans la mesure où on voit un nivellement de valeur qui permet à la CAN, à 24, sportivement parlant, d'être une compétition cohérente. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, donnez-moi le nombre de pays qui pourraient accueillir 24 sélections avec des hôtels, avec des routes, avec un transport, avec une logistique. Ils sont très peu. Le fait aujourd'hui d'avoir fait glisser la compétition et d'avoir attribué 3 CAN successives au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, à la Guinée, pourrait leur permettre, et je laisse ça au conditionnel, d'être fin prêt, mais ça laisse une grande marge de doute. Aujourd'hui, à part quelques pays d'Afrique du Nord, à part peut-être le Nigeria, voire l'Afrique du Sud, qui dispose d'infrastructures magnifiques, aucun pays en Afrique n'est capable, le cas échéant, de servir de pompier si le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou la Guinée sont empêchés, pour une raison ou une autre, d'organiser la compétition. Il y a eu une décision hâtive. Elle s'est faite à la hussarde, c'est un peu le style Ahmed, c'est un peu le style du nouveau comité exécutif de la CAF. Mais est-ce qu'il y a eu une étude en amont pour pouvoir faire passer de 16 à 24 ? C'est une interrogation qui est posée. Je rappelle, sportivement parlant, cette édition de la CAN qui se déroule actuellement en Égypte, elle se tient sur le plan logique. On a des troubles faits, on a des petits poussés qui se débrouillent très bien et qui ont de la visibilité, genre Madagascar qui vient de remporter une belle victoire. Mais sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, ça pose un énorme problème pour le continent africain. D'accord. Alors, Eugène, dites-nous l'autre changement important pour cette CAN, c'est le fait qu'elle se déroule maintenant pendant l'été et non l'hiver, notamment pour permettre aux joueurs professionnels évoluant en Europe de participer à cette CAN. Vous-même, vous avez évolué pour votre pays, la Centrafrique, mais en basket. Ce problème de disponibilité des athlètes, c'est une justification pour vous assez valable? Écoutez, si on veut avoir, d'abord rapidement, je tiens à dire ce que Amine Beyrouk dit est vrai, parce que je pense qu'avant de passer à 24, ils auraient dû peut-être donner 4 ans pour permettre à la Coupe d'Afrique, pas de cette année, mais de 2021, de passer à 24. Mais pour revenir à votre question, il est clair que si on veut avoir une meilleure qualité de football, il faudrait qu'on ait tous nos meilleurs joueurs. Et malheureusement, l'Afrique, nos meilleurs joueurs évoluent pour la plupart dans des championnats européens et ailleurs dans le monde. Et je crois que sur un plan de marketing, c'est important qu'ils soient là. Et il suffit que maintenant, on a pu s'arranger le calendrier afin d'avoir des meilleurs résultats. Alors, Bagassi, vous demandez à un pays comme la Guinée, en quelques années, de se préparer pour une Coupe d'Afrique à 24. C'est quand même un problème. Non, c'est un sérieux problème. Moi, je me rappelle en 98, quand j'étais encore au Burkina Faso, il y avait que 2 stades, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Ben, si vous avez 16 équipes à Ouagadougou et le reste à Bobo-Dioulasso, je ne sais pas comment est-ce que le premier tour va se dérouler. Peut-être cela va contraindre à des co-organisations, ce qui n'est pas mal, mais ça entraîne encore d'autres problèmes de coordination, développement des moyens de communication entre les États. Surtout que ces pays ont quand même des priorités qui sont ailleurs, c'est des pays souvent pauvres. Oui, exactement. Voilà, donc merci beaucoup Bagassi. Nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC, il nous dit: si on veut donner une bonne image au sport en général et au foot en particulier, la lutte contre la corruption doit être menée sérieusement et l'on doit protéger ce secteur des scandales sexuels et des abus de pouvoir.
Jean-Luc Moukoutou de Lubumbashi en RDC nous dit que la situation du football africain est déplorable avec ses dirigeants cités dans ses affaires. Cela est préjudiciable au développement du sport sur le continent. Merci beaucoup. Donc, c'était la réaction de quelques auditeurs. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Voilà, donc je vous remercie de nous retrouver donc, pour cette seconde partie de Washington Forum. Nous avons ici en studio Bagassi Koura, mon confrère qui est donc le chef du service Bambara de VOA Afrique, et Eugène, avec moi, Eugène Pewa Telema, président d'Africa Education Sport, et également en direct de Rabat, Amin Birouk, notre confrère sur place. L'Égypte a été choisie au dernier moment donc, pour abriter cette première Coupe d'Afrique des Nations à 24. La CAF a retiré l'organisation au Cameroun, qui a encore 2 ans pour terminer les infrastructures qui lui permettraient d'accueillir l'édition de 2021. En attendant, les fans du foot font la fête au Caire. Comment se déroule cette CAN à 24 ? Notre reporter sur place, Seydina Bagay, a recueilli l'avis de quelques supporters et des journalistes sur place. L'organisation, elle est bonne, mais je trouve qu'en Guinée équatoriale et au Gabon, c'était meilleur parce que là, la connexion fait déjà défaut, parce que vous savez que les journalistes travaillent avec l'Internet. Et également, la CAF a pris des dispositions nouvelles, ce qui pose également de réels problèmes aux journalistes, parce qu'avant d'entrer dans ce stade, il faut des passes, médias, accréditation. L'accréditation ne suffit plus aux journalistes pour accéder au stade. Il faut s'inscrire, c'est des difficultés. Et vous savez que les journalistes ont des contraintes de temps. Le temps est compté pour les journalistes. On n'a pas tout ce temps. Et je pense que la CAF devrait revoir ce système. Ça va, on s'attendait à pire parce que l'Égypte a pris l'organisation en cours. Voilà, c'était en quelques mois, ils ont essayé. Maintenant, bon, il y a un certain nombre de manques, voilà, comme le transport, etc. Les journalistes un peu souffrent de se déplacer vers des enceintes sportives, des stades qui sont à l'extérieur de la ville. Reste, les stades sont bons, les pelouses sont excellentes, voilà. Et ça, en Afrique, généralement, on a des difficultés à ce niveau-là. En termes d'organisation, il faut dire qu'il y a beaucoup de difficultés auxquelles les journalistes font face, parce que vraiment, d'abord, l'accès au stade n'est pas facile. C'est tout un système de contrôle qui finit par nous irriter. Et puis ensuite, on a les distances qui sont assez longues. Et donc, le tout mis ensemble, ça complique la tâche des journalistes que nous sommes, et ce n'est vraiment pas fluide. Voilà donc Seydina Bagay qui nous a envoyé ses réactions depuis le Caire. Bagassi Koura, cette année, l'Égypte a été choisie au dernier moment, hein, et avant cela aussi, le Gabon a été appelé à la rescousse, un peu à la place de la Libye. Une Coupe d'Afrique, ça ne se prépare pas en quelques mois. Oui, je pense que la CAF avait besoin de trouver un pays qui était assez près. Quand on a écouté un des intervenants parler de la qualité des terrains de football, je pense que l'Égypte, parce que l'Égypte a des grands clubs, était assez mieux préparée que beaucoup d'autres prétendants. Notamment, on avait mentionné la Côte d'Ivoire, je crois. Et donc, il y avait l'Égypte, mais il y avait aussi l'Afrique du Sud. Ça peut laisser transparaître un certain manque de professionnalisme. On ne voit ça qu'en Afrique, où la Coupe d'Afrique est finalement organisée au dernier moment. On attend le dernier moment pour savoir quel pays organise. C'est un problème. Oui. Est-ce qu'on a attendu le dernier moment? Parce que le Cameroun, c'est depuis octobre, hein, parce qu'ils avaient 6 mois avant la compétition. On doit faire le point des infrastructures et tirer la conclusion. Je pense que c'est ce qui est arrivé avec le Cameroun, et finalement, il fallait trouver un autre pays. Et du coup, soit l'Afrique du Sud, qui était aussi prête, hein, ou l'Égypte, ou encore d'autres grands pays. Et finalement, ça a été l'Égypte.
Alors, Amine Birouk, on va parler maintenant d'un autre problème, c'est le développement du football sur le continent. À part le TP Mazembe, des clubs maghrébins comme le Wydad Athletic Club de Casablanca ou peut-être l'Espérance de Tunis, les équipes locales ont du mal à prospérer. Qu'est-ce que cela vous inspire? L'Afrique ne peut pas garder tous ses talents. Et aujourd'hui, l'Afrique est littéralement pillée. L'Eldorado se trouve en Europe, le trésor se trouve en Afrique. Aujourd'hui, de nombreux clubs européens viennent créer des clubs satellites. Ils repèrent les jeunes, ils essaient de les garder jusqu'à 18 ans parce que c'est la réglementation de la FIFA qui l'impose. Mais à partir de là, tous ces jeunes-là qui sont pétris de qualité ne voient leur avenir qu'à travers le prisme européen. Disputer des championnats en Europe, être professionnel. Et aujourd'hui, les joueurs les plus modestes restent sur le continent africain parce que les clubs n'arrivent pas à avoir des structures, n'arrivent pas à avoir les finances nécessaires pour être compétitifs. Et aujourd'hui, mis à part les clubs d'Afrique du Nord, l'Zamalek en Égypte, l'Espérance de Tunis, le club africain ou l'Étoile sportive du Sahel en Tunisie, le Mouloudia d'Alger ou l'USMA Alger ou encore le Wydad et le Raja de Casablanca au Maroc. Il y a très peu de clubs qui disposent de structures, qui peuvent payer les joueurs à jour, qui peuvent leur donner un certain confort, un certain salaire et qui peuvent garder ces talents. D'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes en Afrique subsaharienne ont tendance à émigrer vers l'Europe ou vers le Moyen-Orient très très jeunes. À partir de 18-19 ans, on ne peut pas les garder. C'est pour ça que vous retrouvez de très nombreuses sélections nationales qui sont composées à base de joueurs expatriés. Les compétitions des clubs sont trustées par les clubs d'Afrique du Nord et à part les Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud ou le TP Mazembe ou encore l'AS Vita Club en RDC, très peu de clubs arrivent à rivaliser avec les formations qui se trouvent sur le nord de notre continent. Tout à fait. Et pourtant, Eugène, les championnats locaux ne sont pas très suivis, mais cela ne veut pas dire que les Africains n'aiment pas le foot. Au contraire, quand on voit un peu l'intérêt qu'ils ont pour les championnats européens, pour vous, il est où le problème? Amine a soulevé effectivement c'est un problème organisationnel. Comment on peut expliquer que le football africain en U16 et en U18 arrive à dominer sur le plan mondial et à partir de U20 n'arrive pas à le faire? C'est une affaire de structure. Nous n'avons pas investi d'abord de culture parce que, par exemple, en Afrique, les parents africains pensent que jouer au sport, faire un sport, c'est perdre du temps. Et ça, il faut changer. Il faut aussi sensibiliser. Un peu dans ça. Exactement, il faut sensibiliser les businessmen. Les businessmen, vous prenez par exemple le milliardaire nigérian Dangote. Combien d'argent il met dans le sport, dans la jeunesse? Ces choses-là doivent changer. On doit amener ces gens à comprendre, comme on dit en anglais, the big picture, la grande vision. Or, les gens ne comprennent pas ça. Le sport est devenu un business. Il faut des entraîneurs locaux, parce que vous voyez même les équipes africaines qui jouent à la CAN, beaucoup d'étrangers. On doit avoir des entraîneurs locaux, des arbitres de haut niveau. On doit avoir des exécutifs, des administrateurs de bon niveau, des médecins, des nutritionnistes. Comprendre que le sport n'est plus à l'époque, avant les indépendances, c'est qu'on doit avoir des stades au niveau de la compétition et de cette manière avec des académies, des centres de formation pour éviter que nos joueurs aillent ailleurs. Et aujourd'hui, le sport n'est plus comme avant. Avec des bons joueurs, à travers la télé, on peut vendre le sport africain. Et le problème, c'est qu'on vend nos joueurs trop rapidement et on n'a plus personne au pays pour pouvoir faire la différence. D'ailleurs, Bagassi, si on voit un peu la composition des équipes qui évoluent en ce moment à la CAN, la plupart sont soit nés en Europe, soit évoluent là-bas, très peu de joueurs locaux. Et j'avais quelqu'un qui blaguait même en disant que ce ne sont pas vraiment des équipes nationales. Mais je pense oui, très peu de joueurs locaux, parce que moi j'ai eu l'impression, peut-être d'autres pourront le confirmer, que ces dernières années, notamment les 10 dernières années, les championnats nationaux ont été décimés. On ne voit plus vraiment les chocs à Abidjan, à Sec Africa, ça a disparu. Il y avait le tonnerre de Yaoundé, quand il y avait le championnat au sommet dans les États, les matchs au sommet, j'allais dire, c'était suivi. Et toutes ces équipes n'ont plus de grands joueurs, tout le monde est parti, et du coup ça a peu d'intérêt. Et quand vous avez eu chaque week-end des affiches de championnat européen qui passent sur nos télévisions en Afrique. Très suivi d'ailleurs. Très suivi. Les gens ne vont pas au stade, d'autant plus qu'il suffit de s'asseoir à la maison pour voir Lionel Messi, Ronaldo et Mbappé dans la même soirée. Et donc ça crée un problème. Peut-être qu'il faudra réfléchir pour voir comment réorganiser tout ce système-là, de sorte que nous aussi on puisse avoir des droits télé, on puisse bénéficier, on puisse garder des joueurs chez nous et construire notre football. Voilà.
Et je vous propose d'autres réactions maintenant de téléspectateurs recueillis sur notre page Facebook. Amadou Samoura de Bamako nous dit que les clubs et les fédérations n'ont pas les moyens pour constituer des équipes professionnelles. Ensuite, prendre le foot européen et vouloir coûte que coûte l'inculquer en Afrique est une utopie. Pour Brahim Wangrana de Ouagadougou, le niveau du football africain est très bas. Il faut investir énormément d'argent pour relever le niveau et construire des stades et des centres de formation. Je crois que c'est un peu ce que tout le monde disait ici. Voilà, donc on retrouve Amin Birouk. Amin, on voit que les équipes nationales très titrées avec des championnats locaux qui ont quand même un niveau très faible. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces performances des grandes équipes comme le Cameroun se reflètent au niveau national également? La CAF avait pensé à organiser le championnat d'Afrique des Nations, le fameux CHAN, constitué uniquement de joueurs locaux pour pouvoir valoriser le produit africain, mais ça semble insuffisant aujourd'hui. La nécessité est d'investir dans le football, de considérer le sport comme un vecteur socio-économique, de développement, faire en sorte que les fédérations nationales puissent se professionnaliser, créer des structures, faire en sorte que les joueurs puissent rester sur place. Ce n'est pas facile, ce n'est pas véritablement facile parce que aujourd'hui, l'attrait de l'argent, l'attrait du football professionnel, de l'organisation, de structure, de la rigueur ne se trouve pas en Afrique, malheureusement. Donc il va falloir véritablement que les États investissent dans ce domaine, que les fédérations ou associations nationales puissent prendre le pas. Le rôle de la FIFA, pendant cette période où elle mettra sous tutelle la CAF, est important pour pouvoir donner une nouvelle impulsion au football, car pour l'instant, je le rappelle, les meilleures performances africaines en Coupe du Monde sont des quarts de finale du Cameroun, du Sénégal et du Ghana, mais on rêve toujours d'avoir une sélection africaine en demi-finale de Coupe du Monde. Il est inconcevable, votre confrère l'a dit, inconcevable de voir l'Afrique dominer le football dans les catégories de jeunes et puis ne pas arriver à produire les mêmes performances au niveau supérieur. Il est inconcevable aussi que les clubs africains, lorsqu'ils participent en Coupe du Monde des clubs, n'arrivent pas à réaliser de grandes performances. Donc aujourd'hui, c'est le véritable challenge qui est lancé à la CAF nouvelle mouture, à la CAF qui sera revisitée, je dirais, réauditée par la FIFA et surtout, c'est à la FIFA aussi d'être la locomotive pour pouvoir permettre à l'Afrique d'avoir sa place. On rappelle que pour la réélection d'Infantino, les 54 fédérations africaines ont voté à l'unanimité pour sa réélection. Aujourd'hui, l'électorat africain, c'est 25% de l'électorat de la FIFA. Donc il va falloir aussi que la FIFA fasse un effort pour que l'Afrique soit au même niveau que les autres continents. Voilà, l'Afrique qui pèse très lourd au sein de la FIFA, il faut que ça se reflète. Merci beaucoup, Amin Birouk. Nous allons terminer rapidement avec vous. Entre transparence et dans la gestion du football et développement des équipes au niveau local, pour vous, quelle est la priorité? Je commence par vous, Bagassi. Je pense que les deux vont ensemble, parce que si on développe le football et qu'au niveau des compétitions, on n'arrive pas à organiser des compétitions dignes de ce nom parce que le système est corrompu, ça va décourager les acteurs à la base. Je pense que ça va ensemble. Il faut non seulement développer le sport, mais aussi mettre les moyens de sorte que la corruption ne puisse pas miner le jeu. Voilà, merci beaucoup Bagassi Kouram. Merci également à Eugène Pewa qui était donc ici en studio. Merci à Amin Birouk. C'est la fin du débat. Merci à tous nos invités. Et merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez cette édition sur notre site internet. Et bien sûr, restez connectés sur notre page Facebook. Clin d'œil à nos partenaires sur le continent comme Walf TV au Sénégal et également CR TV au Cameroun. C'était Abdourahmane Dia à la présentation. Excellente suite des programmes.